Bienvenue chez Wengood pour un nouveau sujet. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la détresse étudiante face à la pandémie actuelle. Donc, nous allons traiter ce sujet avec Jean Dorido. Jean, docteur en psychologie. Vous avez d'ailleurs un cabinet libéral à Paris. Vous êtes également créateur de l'application Zenfi dédiée à la méditation. Côté médias, on a l'habitude de vous voir en télé puisque vous êtes chroniqueur radio, donc notamment pour France Bleu, pour Sud Radio, et vous êtes également expert psychologue dans l'émission Crimes et faits divers sur Énergie 12. Voilà, et puis pour ceux qui aiment la lecture, vous êtes également, il me semble, l'auteur du très bon livre Le bonheur est une science exacte aux éditions Larousse. Est-ce que j'ai bien C'est vrai. résumé? Ah ben écoutez, à merveille, on ne peut pas faire mieux. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Jean, d'être parmi nous pour traiter de ce sujet. Donc, Emmanuel Macron l'a assumé déjà, hein, il a dit « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Pour toutes les raisons que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, évidemment, c'est d'autant plus dur de l'être en 2021. Puisque donc la crise se prolonge, une crise qui n'est pas sans conséquences. En effet, donc depuis un an, les étudiants sont contraints donc de suivre leurs cours à distance. Donc il y a l'isolement, il y a aussi la difficulté d'apprentissage, bien sûr, des décrochages, une perte d'estime de soi. Ils vivent dans des logements exigus. Souvent, ils ont perdu donc leur travail, leur petit job d'étudiant, donc ils se retrouvent dans des situations précaires. Donc, on l'a dit, l'impact sur la santé mentale est fort. Il y a 30% des étudiants qui auraient même eu des pensées suicidaires. C'est vraiment grave. Une étude a été réalisée au mois de novembre par Ipsos. On est désormais déjà au mois d'avril. Donc, avec vous, Jean, nous allons essayer de mieux comprendre le processus, mais également d'apporter des débuts de solutions. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, Jean, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quels sont les premiers signaux d'alerte? Alors, les premiers signaux d'alerte, il y a des différentes possibilités, différents contextes. Il y a des signaux d'alerte qu'on va pouvoir évaluer sur soi, en termes d'auto-évaluation. Et puis, il y a aussi des signaux d'alerte de l'entourage, puisque c'est parfois précisément l'entourage qui, finalement, réalise en premier que la personne ne va pas bien. Sur précisément l'entourage, il est essentiel, vous l'avez très bien rappelé, Émilie, d'être vraiment vigilant et d'être au maximum présent pour les étudiants qui vous entourent, parce que vous l'avez dit, les étudiants se retrouvent, hélas, en ce moment, parfois très isolés, voilà, dans des chambres petites, les cours à distance. Et donc, c'est très, très important, les parents, les frères, les sœurs, d'avoir vraiment cette attention particulière, prendre des nouvelles tous les jours. Et là, je dirais, sans s'improviser psychologue, c'est un métier, pour autant d'être attentif. Est-ce que la personne a une bonne voix? Même lui demander, lui dire comment ça va en ce moment, est-ce que tu as le moral, est-ce que ça va bien? Des questions qui peuvent en apparence sembler peut-être Anodine. bêtes et qui ne le sont pas. Voilà, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Vous savez qu'il y a des étudiants qui ont faim. On a vu, c'est affreux, hein, on a vu des étudiants voilà, faire la queue auprès de l'aide alimentaire parce que vous l'avez rappelé, effectivement, il y a en plus de la détresse psychique la précarité matérielle. Je dirais, rajoute à la difficulté. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et donc, si vous avez le sentiment que la personne perd justement cet appétit de vie au sens large, là, c'est très, très important, effectivement, de l'inviter à consulter un médecin, un psychologue, parce qu'il ne faut pas laisser le malaise s'installer. Ça, c'est l'entourage. Et après, je dirais, à titre personnel, étonnamment, c'est un peu plus difficile parce que lorsque l'on sombre, on ne se voit pas sombrer. Ça, c'est un risque. Pour autant, c'est, je dirais, les mêmes critères. Soyez, si des étudiants nous écoutent, soyez vigilants à votre sommeil. Si vous constatez que vous commencez à moins bien dormir, si vous constatez effectivement que vous n'avez plus tellement d'intérêt à rien, ce qu'on voit beaucoup là en ce moment, c'est une perte de sens
des étudiants, j'en ai parmi mes clients et mes clientes, et j'entends encore une personne me dire l'autre jour, je me demande à quoi ça rime tout ça, faire des études, pourquoi faire? Une personne qui est pourtant déjà avancée dans les études et qui malgré tout a une perte de sens. Donc si vous avez le sentiment, voilà, que vous n'avez plus le goût à faire vos études, des signes pareils qui peuvent paraître bêtes, mais vous savez, le fameux effet pyjama, voilà, vous êtes en cours à distance toute la journée, oh, dit bon, allez, la douche, bon, allez, c'est pas grave, je la prendrai demain. Voilà, c'est très mauvais, c'est pas bon pour la tête. Et donc, si vous constatez effectivement que ça ne va pas bien, surtout, le conseil, c'est oser demander de l'aide. Parfois, il y a des éducations, voilà, un petit peu, j'ai envie de dire, à l'ancienne, qui vont dire, mais quand même, tu es une personne forte, tu n'as pas besoin d'aide. Non, non, on a tous besoin d'aide. Même les champions ont des médecins, des psychologues, des entraîneurs, des coachs, des préparateurs physiques, mentaux, tout ce qu'on veut. Et plus ils sont champions, plus ils en ont. Donc vraiment, c'est important d'avoir, je dirais, l'audace de faire cette démarche, d'aller voir un médecin, un psychologue, d'aller même dans les campus. On trouve quand même dans cette période où tout est fermé, il y a quand même des permanences. Et il faut faire la démarche parce que là aussi, justement, il ne faut pas laisser le mal s'installer, il ne faut pas se laisser sombrer parce que la santé mentale a ce point commun avec la santé physique que plus vous prenez, je dirais, la problématique en amont, moins il y a de risques qu'elle ne s'envenime. Très bien, merci Jean. Et alors, parmi cette population étudiante, y a-t-il parmi eux donc une population encore plus touchée que d'autres et si oui, pourquoi? Alors, ce qui ressort de toutes les études, il y a vraiment quelque chose avec l'âge. Donc là, effectivement, les étudiants, vous l'avez dit, hein, globalement, les jeunes même, de façon parce qu'on on est fragile quand on est jeune et surtout sensible à cette période de pandémie qui impose une distanciation physique. C'est très très dur. Nous sommes des animaux sociaux et en plus, quand on est jeune, voilà, nous l'avons tous été, ben on a vraiment ce besoin de rencontrer du monde, de voir des nouvelles têtes. On a un appétit puis c'est là que la personnalité se construit, qu'elle s'affine. Voilà, bon, bref, on ne va pas se faire mal, hein, parce qu'en ce moment, tout ça est très difficile. Donc, les jeunes 18-25 ans sont particulièrement touchés. Et dans je dirais, cette catégorie, on pourrait dire que c'est, d'après des études, ce sont les 22-24 ans, voilà, parce qu'ils seraient plus isolés. Pour autant, je dirais, au-delà des chiffres, si on cherche finalement l'explication psychologique, quelles vont être les personnes les plus à risque? Ça va être les personnes les plus isolées, parce que l'isolement, psychologiquement, c'est pas bon. Il y a quand même des étudiants qui réussissent, pour les plus fortunés, je dirais, à louer quelque chose à la campagne, dans le respect des gestes barrières. On a vu ça. Et du coup, ils sont quand même un petit groupe, donc c'est sympa. Ça rigole, ça se soutient. Bon, il y a des étudiants qui ont fait le choix de retourner chez les parents, les grands-parents. Donc, même si parfois les relations peuvent être compliquées, malgré tout, ils sont entourés. Et puis, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, Émilie, l'étudiant qui se retrouve dans une chambre d'étudiant. Ça peut faire 9 mètres carrés, une chambre d'étudiant. Hein. Bien sûr, c'est pour ça. Alors, quand on est toute la journée dehors, qu'on rigole avec les copains et les copines, je suis passé par là, j'ai vécu dans 9 mètres carrés. Pour autant, c'est des souvenirs délicieux parce que voilà, vous êtes dehors, vous rigolez, faites du sport. Là, quand vous êtes dans 9 mètres carrés, que vous avez les salles de sport fermées, 24 heures 24, là, c'est terrible. Donc, si vous voulez, les plus à risque, ça va être les plus isolés. Et puis, pardon de le répéter, parce que c'est une réalité, même si l'argent ne fait pas le bonheur, la précarité, hélas, rajoute au malheur. Et donc, la personne qui se trouve isolée et qui se retrouve en plus précaire financièrement, parce que plus le job de serveur, de serveuse ou autre, là, effectivement, hélas, c'est encore plus à risque. D'accord. Alors, on parle bien, en l'occurrence, donc d'un mal-être profond qui amène ma prochaine question. Parle-t-on d'épisode dépressif ou bien d'un syndrome dépressif?
Bon, là, si vous voulez, franchement, ça dépend des cas, ça dépend des situations. Sur la dépression, ce qu'il est important de distinguer, pardon, ce que classiquement on distingue, c'est l'aspect structurel de la dépression ou l'aspect conjoncturel, même si, comme toujours, vous mettez deux savants dans une pièce et vous avez au moins trois avis différents, hein, parce que ça reste encore un peu mystérieux, la dépression, hein. Pour autant, il y a cette réalité qui fait consensus. Structurel, conjoncturel. Structurel, c'est quoi? C'est une réalité. Il y a des personnes qui ont plus tendance à la déprime que d'autres. Voilà, c'est un fait. C'est peut-être il y a un terrain un peu héréditaire. Bon, et donc, si vous voulez, bon, bah, ces personnes-là, généralement, le savent et sont déjà, je dirais, traitées, prises en charge. Et puis après, il y a l'aspect conjoncturel. C'est là les personnes qui n'ont pas de nature, si vous voulez, dépressive, mais qui, de par justement la situation actuelle, tellement difficile, vont avoir tendance à sombrer. Et là, même si c'est, j'ai envie de dire, entre guillemets, uniquement conjoncturel, il est quand même nécessaire de faire quelque chose parce que la dépression, c'est pas bon. Et encore une fois, il ne faut pas que ça s'installe parce que plus ça s'installe longtemps, plus c'est difficile d'en sortir, c'est une réalité. Et il est également très important de traiter l'épisode dépressif, je dirais, de bonheur, sans mauvais jeu de mots, sans bonheur, parce que la dépression, c'est une maladie à rechute. C'est ça le problème. Vous avez un double problème quand vous êtes dépressif, c'est que d'abord, il faut rappeler que ça arrive à des gens très bien hein, d'être dépressif ou de Bien sûr. faire une dépression, de traverser une dépression. Il n'y a pas de honte. Hein. Chacun ses problèmes, chacun ses fragilités. Et donc, une personne qui a cette fragilité comme ça et qui peut traverser un épisode dépressif, il y a quand même une double démarche à faire. Il y a la démarche de faire le nécessaire pour sortir d'épisodes dépressifs et également faire en sorte de ne pas basculer dans la rechute parce que, bon, autant le savoir, pardon, c'est pas très positif, mais c'est un fait, c'est quand même bon à savoir. Plus il y a des rechutes et une dépression, plus c'est difficile et long d'en sortir. Donc vraiment, s'il y a des personnes là qui nous écoutent, qui se disent mince, peut-être que je suis en train de faire une dépression, alors voilà, urgence, faites le job. C'est pas une maladie forcément grave en soi, du moment qu'elle est Il bien faut prise à agir. temps et qu'elle est bien traitée. Oui. Et donc le traitement, il y a de toutes les études, on constate qu'il y a l'aspect chimique, qui est une aide considérable, et ça, c'est le médecin ou le psychiatre qui va évaluer, qui va être en capacité de diagnostiquer et de décider si une prise en charge chimique est nécessaire, et avec ou sans chimie, associé à une psychothérapie. Et c'est vraiment l'association des deux qui précisément permettent d'avoir le moins de rechutes. D'accord. Alors, cette crise, on espère en sortir rapidement, mais y aura-t-il des effets à long terme, justement, chez ces jeunes-là qui sont touchés? Écoutez, on espère que non. Pour autant, ce que l'on sait, alors quand je dis on, c'est ce que c'est la science, hein, sur d'autres périodes de confinement qui ont eu lieu par le passé, parce qu'il y a des pays qui avaient connu dans les années passées des périodes de confinement à cause d'Ebola, à cause d'autres virus provoquant des infections respiratoires. Et donc, c'est un fait, il y a une partie de la population, peut-être plus fragile que d'autres, qui peut développer des troubles qui s'apparentent à des troubles de stress post-traumatique. Et ça, c'est vrai que c'est embêtant parce que, alors, on va rester positif, ça se traite. Il est évidemment, heureusement, possible d'en guérir. Pour autant, voilà, c'est vrai que le stress post-traumatique, tant que vous ne le traitez pas, eh ben, c'est quelque chose qui s'installe et qui reste dans de la durée. C'est le principe hein, du stress post-traumatique. Il y a le traumatisme, ok. Bon, ben, il y a après la résilience qui rentre en jeu, et donc là où il y a des personnes qui vont vivre le traumatisme, le traverser, le digérer, et donc je dirais, prendre la métaphore de tourner la page, ça y est, elles ont traversé l'épreuve, elles en sortent résilientes, elles en sont même finalement, elles en sortent grandies, et puis il y a des personnes qui vont vivre le traumatisme et ça passe pas. Le D'accord. traumatisme reste. Voilà. Il y a quelque chose dans les neuroscientifiques qui expliquent que c'est dans l'amygdale que ça se passe. C'est une zone comme ça, derrière, là-bas, dans le cerveau. Et c'est comme si ça reste bloqué là-bas dedans. Et donc, la personne va revivre des stress,
faire des cauchemars, revivre les moments difficiles. Elle va du coup rentrer dans des situations, des comportements d'évitement. Et donc là aussi, il faut traiter parce que, hélas, c'est quelque chose qui dure. D'accord. Et est-il possible justement d'identifier ces personnes-là qui seront sujets à ces troubles par la suite? Bah, c'est-à-dire que les identifier, oui, simplement, là, encore une fois, pardon de le répéter, il faut faire la démarche d'aller consulter, parce que pour identifier, si vous voulez, c'est l'examen clinique fait par un psychologue ou par un médecin ou par les deux, parce qu'on est de plus en plus dans des équipes qui prennent en charge voilà, les personnes qui ont besoin d'aide. Et je dirais, c'est vraiment voilà, l'examen qui va de le dire. Alors après, bien sûr, si vous demandez à un épidémiologiste de faire une cartographie, oui, on va vous dire justement, oui, alors telle tranche d'âge, voilà, on constate. Bien sûr, on a toujours des photos qui permettent d'identifier. Pour autant, on, on constate après coup qui est plus touché. Pour autant, si on cherche des critères prédictifs, hein, si on cherche à prédire, à dire voilà, si vous avez tel âge, vous êtes à risque, non, là, il n'y a pas vraiment de critères prédictifs, si ce n'est, comme on le disait, l'isolement, Ouais. la précarité. Et donc en prévention, voilà, pour éviter ces dérives-là, c'est vraiment de consulter au premier symptôme vers cet état dépressif. Où, voilà, c'est vraiment de ne pas hésiter à consulter. Alors, oui, il ne faut pas hésiter à consulter. Ça, c'est vraiment quand ça ne va pas. Et donc, en prévention, ben, je dirais, il y a tout ce qui concerne, je dirais, la dimension hygiène de vie psychique qu'il est important de mettre en place. Des choses aussi simples que de veiller à avoir un bon sommeil, veiller, malgré les mesures sanitaires, veiller à faire du sport. On a, je dirais, entre guillemets, cette chance d'être en ce Encore, moment, oui. d'être confiné dehors. Là, les savants, quand même, ont bien compris que quand on est à l'extérieur et qu'on respecte les distances, bah, finalement, c'est là que manifestement, il y a le moins de danger. Et donc, très important de faire du sport, d'aller trottiner, d'aller faire du vélo. En plus, c'est le printemps, donc il fait beau. Donc, veillez à votre sommeil, faites du sport et dans le respect des gestes barrières, voir du monde, parce que vraiment, toutes les études en psychologie montrent que c'est ce qu'on appelle le soutien social, hein, le fait vraiment d'être connectés les uns aux autres. C'est vraiment ça qui amorce les processus de résilience et qui aide justement à faire face à ce stress terrible de l'isolement. Hein. L'isolement, il faut quand même Bien rappeler sûr. que traditionnellement, l'isolement, c'est réservé soit à des champions, des cosmonautes, des personnes qui partent dans les sous-marins comme ça pendant des mois. Donc, ce sont des personnes vraiment qui sont surentraînées pour ça. Soit c'est réservé à des personnes qui sont punies. Quelqu'un qui est en prison, si on le met à l'isolement, c'est vraiment pour le punir. Et c'est très, très dur, l'isolement. Donc précisément, le sommeil, essentiel, le sport, essentiel, et les relations dans le respect des gestes barrières, voir du monde, allez voir vos amis, parlez-leur, appelez-les, voyez-les, parce que c'est ça, c'est ces connexions qui vraiment aident à digérer toutes ces épreuves. Voilà, à digérer, puis à éviter que ça ne s'aggrave pour le coup. C'est ça, hein. Ou même que ça apparaisse. Ça n'est pas une fatalité. Et voilà, si vous réussissez à mobiliser suffisamment d'énergie pour faire le nécessaire, hein, notamment voilà, ce triptyque sommeil, sport et relations sociales, eh bien, ça n'est pas une fatalité et vous pouvez réussir à atteindre. Il y a cette perspective-là de la mi-mai, voilà, hein, on Oui, a entendu le président dire voilà, entre avec mi-mai un et joli voilà, calendrier. et le début de l'été, quoi. Donc vraiment, là, c'est quand même, voilà, il y a cette perspective, ce fameux bout du tunnel, la petite lumière comme ça qui apparaît. Et c'est vrai qu'il faut rappeler, c'est pas une fatalité de basculer dans la dépression ou dans les troubles anxieux généralisés, bien sûr. Hein. D'accord. Et alors, comment mettre en place les moyens d'une action soutenue sur le long terme et non pas uniquement pendant cette gestion de crise? Alors, ça dépend si on pose la question à notre gouvernement.
ou si on pose la question justement aux étudiants, voilà, aux personnes concernées. Si on pose la question aux étudiants, mettre en place sur le long terme, c'est effectivement ce qu'on disait à l'instant, c'est de veiller à une bonne hygiène de vie psychique. Voilà. Donc, comment faire pour mettre quelque chose en place sur le long terme? C'est, je dirais, c'est le fameux domaine des habitudes, vous voyez. C'est justement de prendre l'habitude de mettre dans votre quotidien du sport, de mettre dans votre quotidien de la méditation, par exemple, parce que ça, les études sont claires, on sait que justement, ça aide non seulement à aller mieux, et ça aide aussi justement à être plus résilient. Voilà, c'est-à-dire que même en cas de coup dur, parce que la vie c'est long et voilà, il peut y avoir des moments difficiles, et bien, on voit que les personnes voilà, qui méditent régulièrement, elles sont déjà comme si elles avaient augmenté leur capacité de résilience. Le sport, la méditation, ben, d'avoir justement cette attention particulière à bien travailler la connexion aux autres. Et puis, veiller aussi là donc on était dans le positif, et puis si on évite le négatif, veiller aussi à se méfier entre guillemets, des faux amis. Les heures passées sur les écrans, que ce soit des réseaux sociaux ou même des séries, on est content, on dit ouais, j'ai vu une série, c'est sympa, mais en fin de Je compte, fais les les 5 études saisons. montrent, ouais, voilà, j'ai fait du binge watching, comme on dit maintenant, j'ai regardé à fond, et en fait, les études montrent que non, en fait, ça ne participe pas à améliorer le bien-être, à améliorer la résilience. Il y a même, il peut y avoir justement, oui, ce binge-watching, un côté d'être un peu écœuré finalement à la fin, et malgré tout, on n'arrive pas à s'en décrocher. Donc, se méfier de ces faux amis, les écrans à outrance, réseaux sociaux à outrance. Évidemment, même si cela va sans dire, ça va toujours mieux en le disant, bah, éviter la drogue, voilà, quelle que soit la forme de drogue, le tabac, l'alcool et aussi Bien les sûr. produits illicites, parce que ça aussi, ça peut donner l'illusion, comme ça sur le coup, ah si, une petite cigarette, ça me détend. En fait, c'est pas vrai, ça stresse encore Non, c'est plus, un en plus c'est piège. super toxique, c'est un piège. Donc voilà, d'être sur le positif, faire en sorte d'adopter, je dirais, les habitudes utiles, efficaces, agréables, sport, méditation, connexion avec les personnes que vous aimez, qui vous aiment, et puis avoir aussi cette vigilance des pièges, effectivement, voilà, écran à outrance, réseaux sociaux à outrance et les produits toxiques. Très bien. Merci Jean pour tous ces précieux conseils. Donc voilà, on a bien, je pense, fait le tour. Avez-vous un autre message à adresser donc à tous ces étudiants de détresse qui nous regardent ou nous écoutent via les podcasts? Voilà, comment garder finalement confiance en l'avenir quand on est un jeune en 2021? On peut s'éloigner de la psychologie, faire un détour par l'économie. Il y a un psychologue fameux, Daniel Kahneman, qui a reçu le prix Nobel d'économie il y a bientôt 20 ans, c'était en 2002. Parce qu'il y a des économistes quand même assez nombreux qui prophétisent des années exceptionnelles qui nous attendent sur le plan économique, sur le plan créatif, artistique, parce que bon, ça, c'est un fait, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et c'est vrai qu'on voit dans l'histoire que quand il y a des très grosses crises comme ça, des très graves crises, ben, en fait, il y a derrière une espèce d'âge d'or parce que il y a tout un tas de choses à reconstruire, parce qu'il y a aussi cette envie, quoi, ce désir de vivre à nouveau. Et donc, c'est vrai que s'il y a des personnes à qui ça parle, quoi, pour qui ça semble cohérent, oui, il y a quand même des raisons d'être très optimiste. Oui, justement, les spécialistes économistes, les investisseurs, ils disent que ça va être une période exceptionnelle. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que là, quand même, la vaccination qui augmente, on voit des pays pas si loin que ça de nous, qui commencent, ça y est, à À en rouvrir sortir. les Mais oui. cinémas, les théâtres, les Oui. pubs, les cafés, les Mm. restaurants, etc. Donc, même si, bien sûr, ça n'est pas facile de mobiliser comme ça l'optimisme et l'espoir, pour ceux qui y parviennent, c'est vrai que c'est quand même très utile. Et puis, on parlait donc des conseils pour que ce soit durable. Que peuvent faire les gouvernants? Écoutez, ils ont commencé à mettre en place des chèques psycho
pour que les étudiants justement puissent aller Exactement. voir des psychologues et que ce soit complètement 100% pris en charge. Et justement, on peut espérer dire, ah, quand même, ça prend plutôt une bonne tournure, un bon chemin. Les psychologues, jusqu'à maintenant, c'était les seules professions de santé qui n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie. Les établissements sont pris en charge. Si vous voyez un psychologue à l'hôpital ou en CMP ou dans une institution quelconque, eh bien, c'est pris en charge parce que c'est l'institution qui est prise en charge. Vous alliez voir jadis le même psychologue en libéral, il n'était pas pris en charge. Et là, quand même, ça y est, ça commence à se mettre en place. Il y a ces chèques étudiants qui ont démarré. On peut espérer que c'est quand même de bon augure et que justement, ces soins, ces accompagnements essentiels vont être de mieux en mieux couverts, de mieux en mieux pris en charge par l'assurance maladie, par les mutuelles, pour que justement chacun puisse, eh bien, ma foi, bénéficier de la meilleure qualité de soins globale. Très bien. Moi, je pense qu'il est temps de conclure sur cette note d'optimisme. Donc, en effet, merci d'en avoir parlé, Jean, donc de ce chèque qui a été mis en place donc, par le gouvernement. Vous avez d'ailleurs un article sur le site Wengood qui est dédié. Donc, si vous souhaitez retrouver toutes les informations, l'article s'appelle Chèque Psy, consulter un psy gratuitement quand on est étudiant. Les villes également et encore les universités mettent à disposition des écoutes voilà, pour les étudiants qui souhaiteraient être entendus. Parfois, par contre, les listes d'attente, effectivement, sont assez longues. Donc voilà, mais en tous les cas, il existe certains dispositifs en place. À ce sujet, donc, Wengood va mettre en place une opération donc, de solidarité envers les étudiants. Je vous invite donc à vous rendre sur le site Wengood, puisque à l'heure où nous réalisons cette interview, le projet est en cours de finalisation. En tous les cas, n'hésitez pas à aller sur le site wengood.com pour avoir toutes les informations. Jean, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir traité ce sujet avec nous. Plaisir partagé, Émilie. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet. Avec plaisir. Merci Jean, au revoir. Au revoir, Émilie.